Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Élection présidentielle, la Cour constitutionnelle annonce l'ouverture de dépôt des candidatures pour cette élection. Les critères d'éligibilité sont clairs, vous aurez les précisions dans ce journal. À Cancan, des initiatives se multiplient pour améliorer la fourniture en eau potable aux populations. La ville vient de bénéficier de 10 forages, un geste du ministre d'État à la Défense nationale. Plus de 14 hectares reboisés à Massanta, cette réhabilitation vise à sauver le fleuve Milo qui prend sa source dans cette préfecture. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal qui s'ouvre par ces décrets du chef de l'État. Décret portant nomination des hauts cadres au ministère du Commerce. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère du Commerce. 1. Chef de cabinet. Madame Sia Kanyo-Tolno, administratrice et spécialiste en gestion des ressources humaines, matricule 305-520A, précédemment chef du service genre et équité au ministère du Commerce. 2. Conseiller chargé des questions stratégiques. Monsieur Jakaria Traoré, ingénieur agronome, matricule 180-250R, précédemment directeur général de l'Office national de contrôle qualité en remplacement de M. Ismaël Souaré, ingénieur génie civil démissionnaire. 3. Directeur général de l'Office national de contrôle qualité, M. Mohamed Kadiatoussila, inspecteur des services financiers et comptables, matricule 245-068Y, précédemment directeur des ressources humaines au ministère du Commerce. 4. Directrice générale adjointe de l'Office national de contrôle qualité, Madame Diene Sougoulé, juriste, matricule 209-708J, précédemment coordinatrice adjointe du cadre intégré renforcé en remplacement de Madame Diaka Diallo, ingénieure admis à faire valoir ses droits à la retraite. 5. Directeur national adjoint du commerce extérieur et de la compétitivité. Monsieur Amadou Daf Baldé, administrateur civil, matricule 252-986L, précédemment chef de division compétitivité et e-commerce à la Direction nationale du commerce extérieur, en remplacement de M. Saïkouyaya Baldé, inspecteur des services financiers et comptables, muté à l'ambassade de Guinée à Genève. 6. Inspecteur régional de Bokeh, M. Ibrahima Ogou, ingénieur agronome, matricule 171-332X, précédemment inspecteur régional par intérim du commerce de Bokeh, en remplacement de M. Elage Fantamfa Likone, décédé. 7. Secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, M. Fodé Mohamed Fofana, économiste, précédemment directeur du projet Archipelago à la CCIAG, en remplacement de M. Fantama Di Camara, élu député à l'Assemblée nationale. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 19 août 2020, signé professeur Alpha Condé. Décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la société publique La Pharmacie Centrale de Guinée, PCG SA. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés membres du conseil d'administration de la société publique La Pharmacie Centrale de Guinée, PCG SA.
président du conseil d'administration de la pharmacie centrale de Guinée PCG-SA, professeur Aboubakar Sidiki Diakité, chef d'unité pédagogique politique, droit gestion pharmaceutique, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Membre du conseil d'administration de la pharmacie centrale de Guinée PCG-SA, Dr Kadiata Mori Kamara, directeur national du contrôle financier, ministère de l'économie et des finances. Professeur Fallaye Traoré, directeur national de la pharmacie et du médicament, ministère de la Santé. Monsieur Souleymane Touré, conseiller juridique, ministère de la Santé. Madame Mariama Bari, conseillère chargée de mission au ministère du Commerce. Monsieur Lancé Condé, administrateur territorial du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Dr P. Dohomou Souaramou, médecin, direction régionale de la santé de Zérékoré. Dr Tata Gakou, directrice de la santé de la ville de Conakry. Dr Mamadou Oudouba, direction régionale de la santé de l'Abbé. Dr Sako Silla, direction régionale de la santé de Cancan. C.C. Vieux-Collier, représentant des partenaires techniques et financiers. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 19 août 2020, signé professeur Alpha Condé. Dans l'actualité, les travaux de la 5e conférence des présidents de Parlement débutés ce mercredi par visioconférence. Le président de l'Assemblée nationale de Guinée participe à cette conférence. Son allocution est attendue demain. L'ouverture de la conférence a été marquée par l'allocution du président de l'UIP et de celle du secrétaire général des Nations Unies. Compte rendu, François Lama. C'est suite à l'invitation personnelle de la présidente de l'Union interparlementaire UEP que le président de l'Assemblée nationale de Guinée participe à cette vidéoconférence. Il s'agit de la 5e conférence mondiale des présidents des parlements qui s'ouvre à un moment où le monde entier est sous la menace de la pandémie de la Covid-19. Les débats en ligne portent, outre la lutte contre la Covid-19, sur le développement durable, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, mais aussi sur le renforcement de la représentativité des jeunes dans la politique et dans les parlements. Dans son allocution à l'ouverture des travaux depuis Vienne, la capitale autrichienne, siège de l'UEP, la présidente a insisté sur la responsabilité de chaque parlement dans le développement durable et dans la gestion des défis sociaux et économiques qui assaillent le monde. Le secrétaire général des Nations Unies, invité de marque à cette 5e conférence mondiale des présidents des parlements, a de son côté appelé à la nécessité de mobilisation des ressources accrues pour faire face aux défis de l'heure. L'allocution en ligne du président de l'Assemblée nationale, honorable Amadou Damaro Camara, est attendue ce jeudi 20 août 2020. Les défis de l'heure dans la gestion de la Covid-19, les questions de bonne gouvernance politique et économique et l'implication des parlements dans le processus de paix durable dans le monde figurent en bonne place dans les préoccupations du président de l'institution parlementaire guinéenne. Et puis, vous le savez certes que c'est le 18 octobre qui est retenu pour l'élection présidentielle en Guinée. Au niveau des institutions impliquées dans la gestion du processus, les préparatifs vont bon train. Après que la CENI ait fixé la caution pour la présidentielle, la Cour constitutionnelle annonce l'ouverture des dépôts des candidatures. Mais pour cette élection, quels sont les critères d'éligibilité? Élément de réponse avec Makeme Donzo. Dans la constitution guinéenne, le dépôt des candidatures relève de la Cour constitutionnelle. C'est l'article 42 du journal officiel qui prévoit les critères d'éligibilité. Tout candidat doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civiques et politiques, avoir un état de santé certifié par un collège de médecins, assermenté par l'institution en charge de la conformité des lois et s'acquitter de la caution fixée par la CENI.
La nouveauté signalée dans la nouvelle constitution est la justification du parrainage des électeurs dont la validité dépend du troisième point de l'article 42. La constitution, toujours à l'article 42, renvoie ce parrainage au code électoral. Mais il se trouverait que le code électoral n'a pas été révisé à cet effet. Évidemment, pour éviter la rupture, le fonctionnement des institutions et l'instabilité qui peut en découler, la Cour constitutionnelle a pris ses responsabilités en tant que gardienne de la Constitution. Elle a fait une interprétation en notifiant ici l'inapplication de cette disposition pour cette élection si présente. Donc, dans son arrêt qu'elle a rendu il y a une semaine, la Cour constitutionnelle est parvenue à l'inapplication de cette disposition par défaut de révision du code électoral. Pour le dépôt des candidatures, un temps est fixé dans le journal officiel, une loi valable pour tous les candidats qui veulent participer à l'élection présidentielle prochaine. C'est l'article 42 qui règle aussi cette question. C'est 40 jours au moins avant la date des élections et 60 jours au plus pour le dépôt des candidatures. Et la Cour constitutionnelle publie la liste des candidatures 39 jours avant la date du scrutin. Dans le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante, après la publication des listes des candidats, c'est l'ouverture des campagnes dans toutes les circonscriptions électorales, 30 jours avant le scrutin. Parlons à présent de bonne gouvernance. Le sujet réunit actuellement à Cancan des acteurs de la société civile. Cette plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne tente d'expliquer à la jeunesse de la localité leur rôle et responsabilité dans le développement socio-économique du pays. Reportage Elhadj Fodé Bangali Fofana. La présente rencontre est organisée ici à Cancan par la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne PENAPIC, branche de la société civile guinéenne. Elle est venue discuter avec ces jeunes de Cancan sur la gouvernance locale. Pour la société civile guinéenne, il est important pour chacun et pour tous de favoriser, privilégier le dialogue à la place de la violence, la destruction des édifices publics et privés. C'est le fondement de ce débat avec les jeunes de Cancan que les organisateurs ont appelé le débat citoyen sur la gouvernance. Le débat aux citoyens permet aux jeunes de s'engager et avec nous discuter sur la gestion collégiale de la collectivité, qu'ils comprennent que ce n'est pas à l'État seul de gérer, n'est-ce pas, et bien gérer la collectivité, mais c'est la contribution individuelle et collective des uns et des autres ensemble pour développer les localités. Nous nous acheminons vers les élections présidentielles. Pour cette plateforme nationale, il est important d'y aller de façon très apaisée et que les jeunes eux-mêmes soient les garants de leur paix, de leur stabilité. Mais cette initiative est venue de quel constat? Le constat est qu'il y a assez de tensions à l'approche des élections dans nos collectivités, dans nos villes. Il était donc important pour nous de venir vers les jeunes. Et vous avez constaté aussi que le militantisme est en train aujourd'hui de sonner les jeunes d'une manière qu'ils oublient la citoyenneté. Alors il est important pour nous de faire la promotion de la citoyenneté. Cet engagement de la PENAPIC auprès des jeunes vise à les sensibiliser, les amener à s'écarter de la manipulation politique, à prendre conscience et surtout à comprendre que le présent et l'avenir de ce pays se trouvent dans leurs mains. Dans le cadre de la coopération, il a été question ce mercredi à la primature de renforcement des relations entre l'Égypte et la Guinée. Dr Ibrahima Kassori Fofana et l'ambassadeur Tamer El Miligui ont passé en revue plusieurs pistes de coopération, notamment dans le domaine économique et commercial, pour le grand bien de nos deux États. Reportage Adi Kamara. Tamer El Miligui est ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Guinée. Reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement, le diplomate égyptien réitère la volonté du gouvernement à poursuivre l'élan de coopération et de partenariat qui lie nos deux États depuis les indépendances. On a des relations historiques très importantes qui existent entre l'Égypte et la Guinée. L'Égypte était toujours omniprésente à côté de la Guinée depuis l'indépendance. Vraiment cette relation
est une relation continue et qui existe entre les deux pays, notamment après, on a eu deux très importantes visites présidentielles des deux côtés. Le professeur Alpha Condé était parti en Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi était venu ici en Guinée en avril 2019, juste après l'élection de l'Égypte à la tête de l'Union africaine. Conakry était la première destination que le président égyptien avait visité. Et ce n'était pas un choix par hasard, non, c'était un choix vraiment très bien étudié et qui justement est un signe des relations très étroites qui existent entre les deux pays. Formation d'étudiants, perfectionnement des cadres et amélioration du système sanitaire sont des domaines stratégiques dans lesquels la République arabe d'Égypte et la Guinée développent des relations fortes ces dernières années. Pour les formations des cadres guinéens, l'Égypte était toujours omniprésente pour former des cadres égyptiens, non seulement dans les domaines différents techniques, mais aussi un domaine très important, c'est le domaine de Al-Azhar al-Sharif, où il y a des formations pour les imams, les prêcheurs. Justement, on a l'islamophobie, on doit lutter contre cette cause, parce que justement, on doit prouver que notre religion, l'islam, c'est une religion très paisible. Le Premier ministre a mis cette visite à profit pour saluer l'esprit et les valeurs panafricanistes entretenues entre le Caire et Conakry à travers l'histoire. Pour Dr Ibrahima Kassouri Fofana, il y a encore opportunité de développer cette relation historique exemplaire par des échanges pluridisciplinaires, la complémentarité et l'entraide. Le diplomate a offert un souvenir de l'Égypte au Premier ministre. Ce présent taillé de cristal symbolise la fraternité. Autre sujet de ce journal, de l'eau potable pour les populations de Kankan. Plus de 10 forages vont être réalisés dans la préfecture pour améliorer l'accès à cette source vitale. C'est un don du ministre d'État à la Défense nationale, Dr Mohamed Diané. L'opération est suivie d'une campagne d'assainissement pour préserver la santé des populations. Reportage Aboubakar Diaby et Eugène Dounamou. Comme on le sait, l'accès à l'eau potable dans la savane guinéenne est un sacré défi pour les populations. Justement, c'est face à cette triste réalité que le ministre de la Défense chargé des affaires présidentielles, Dr Mohamed Diané, offre 10 forages aux populations de Nabaya. C'est le CD Diamanadia numéro 4 qui est chargé de contrôler les travaux de réalisation de ces forages jusqu'à leur finition. C'est monsieur le ministre d'État aux affaires présidentielles chargé de la défense nationale, c'est lui qui offre à ce CERE 10 forages pour que ces forages soient implantés selon les besoins dans la préfecture de Kankan. La construction de ces 10 forages pour les ménages à Kankan a été vivement perçue par les bénéficiaires. Dr Janel ka Colombani di Jamanadiama. Jamanadia fana ka kelen bo loro ka di Alpha Kamne du ma mi Alpha Kamne bonson ma. On le bara yoro somadan na ala lu kono. A diara nye a benama. Les 10 forages là, on doit partager ça à les préfériques, les zones préfériques de Kankan, de Bordeaux, Misran, Kankankura et Dabadou. Après la pose de la première pierre de ces forages, l'on a procédé également à l'opération d'assainissement de certains quartiers de Baté. L'impression d'abord, c'est de remercier les jeunes du quartier qui ont initié de tels événements. Remercier aussi les donateurs, plus particulièrement Dr Diané et ses alliés. Pour rappel, cet autre geste humanitaire vient s'ajouter à d'autres en faveur du développement socio-économique de la cité de Nabaya.
Je vous l'annonçais dans les titres, la situation du Milo qui arrose la ville de Kankan est préoccupante. Des cas d'agression sont signalés le long de ce fleuve qui prend sa source à Macenta. Là-bas, dans la localité de Vasseredou, actuellement, des actions sont en cours pour sauver la tête de source. Plus de 14 hectares viennent d'être réhabilités à travers une vaste campagne de reboisement. Reportage Mamadou Alpha Baldé. Elle était considérée comme la forêt de la forêt. Avec ses 5 grands massifs dont Ziama, la préfecture de Macenta n'était qu'une vaste étendue verte. Aujourd'hui, cette localité présente un visage tout autre, des forêts comme celle du Milo classée depuis 1952 avec une superficie d'environ 13 000 hectares n'existe que de nom. C'est dans ce contexte que la restauration de 14 hectares, soit 7 500 plants, à la source du fleuve Milo est lancée dans la commune rurale de Vasseredou. Le fleuve Milo, que nous connaissons en Haute-Guinée, prend sa source ici, dans ce village-là. Il traverse près de 5 affluents avant de se jeter dans le grand fleuve. Nous avons entretenu la population de Vasseredou, puisque nous ne sommes pas à notre première année de reboisement, pour leur dire, les inviter, n'est-ce pas, à s'occuper de l'entretien de ces jeunes plantations que nous installons ici. À Vasseredou, les précédentes campagnes de reboisement ont presque toutes échoué, principalement du fait des feux de brousse qui sont récurrents dans la zone. Cette année, les communautés sont largement sensibilisées et leur responsabilité pour la protection des plantations renforcée. La stratégie que nous avons adoptée, c'est juste impliquer les populations riveraines au reboisement et en les impliquant, ils se verront responsables du domaine forestier et ils vont protéger durablement. Ces riverains, ils vivent du milieu, ils nous accompagnent, ils exécutent et ils veillent à la protection du domaine. Le reboisement là, c'est pour nous. Donc, comme ils ont dit, c'est à nous de protéger les nouvelles plantations, surtout contre les feux de brousse que nous-mêmes nous occasionnons. Nous promettons que l'année prochaine, ces plans seront intacts et nous ferons tout pour la réussite du reboisement dans notre sous-préfecture. Désormais, les communautés locales sont impliquées dans le processus de reboisement. Une complicité qui pourrait permettre à l'administration forestière de mieux contrôler les actions anthropiques qui font reculer le couvert végétal un peu partout dans le pays. Santé, le coronavirus gagne la préfecture de l'Abbé. Les cas de contamination montent en flèche. 40 nouveaux cas sont signalés. Dans la ville, une lutte est engagée pour briser la chaîne de contamination. Les efforts de la commune sont appuyés par l'ONG Solidarité Suisse qui assure la distribution des kits sanitaires. Reportage Sarafdine Diallo, Falilou Diallo. Suite au cas de Covid-19 qui augmente dans la région, la croisade contre cette pandémie est menée sur tous les fronts. C'est le cas de l'ONG Solidarité Suisse Guinée qui offre 554 kits sanitaires simples et doubles, 2100 masques de protection et 7340 morceaux de savon. Une action qui bénéficie du soutien du canton de Genève. C'est un grand plaisir pour nous de venir en aide à ces organisations, à ces associations. Nous voulons dire à tous nos partenaires de se donner à la main pour vraiment mener une lutte farouche contre cette pandémie. Parce qu'on a vu combien cette maladie est grave, combien elle a tué des gens aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Vraiment, c'est une maladie qu'il faut prendre au sérieux. Donc les populations doivent prendre les gestes barrières, porter les masques et utiliser le lavage des mains quotidiennement. Déjà, une quarantaine de cas de Covid-19 est signalée dans la région de l'Abbé. Et ces kits sanitaires viennent renforcer les capacités de prévention des personnes vulnérables qui sont les femmes et enfants des différentes associations installées dans la commune urbaine de l'Abbé. Nous remercions beaucoup Solidarité Suisse Guinée, le fait d'avoir une préoccupation. Ils nous ont donné beaucoup de matériel. Ils ont été soucieux pour la santé de notre population. Le Covid
a ruiné beaucoup, a tué beaucoup, a ruiné même l'économie. Donc, une raison de plus, je conseille aux habitants de l'Abré de prendre le Covid au sérieux et de prendre l'ONG au sérieux. Donc, je ne fais que les encourager et de leur dire de ne pas garder les kits là dans la maison, mais de les utiliser pour prévenir la maladie. Ce don s'inscrit dans le seul but d'améliorer l'état de santé des ménages et des populations locales. La surveillance épidémiologique se renforce au niveau des structures de l'arrière-pays. Les acteurs sont outillés en technique de dépistage rapide. La formation est élargie au cadre de l'élevage et de l'environnement pour mieux cerner les cas qui se présentent. Le point avec Younoussa Tawel Kamara. Après l'épidémie à virus Ebola et l'expérience dans la gestion de la pandémie actuelle, le gouvernement guinéen et ses partenaires comme l'OMS accordent une place de choix à la recherche médicale et la formation du personnel de santé en vue de lutter contre la maladie épidémiologique. Cette autre formation, qui regroupe des agents de santé, de l'environnement et de l'élevage de la région administrative de Boké, est un exemple. Il s'agit de renforcer leurs capacités en technique de surveillance épidémiologique. Je pense que la dissémination de ces outils dans les sous-préfectures, au niveau des AC, je pense que ça va se passer très vite. L'important, c'est de ne pas laisser passer une épidémie dans n'importe quel lieu de la région de Boké. Parce que si les agents sont formés, ils sont informés sur l'épidémie, aucune épidémie ne pourra passer par leur chose. Il s'agit d'une formation des équipes car il y a eu des interventions, il y a eu des appuis, il y a eu des exercices pratiques extrêmement importants pour éviter ce qu'on a eu il y a quelques années. Cette formation de 5 jours a permis aux participants de cerner toutes les notions liées au dépistage rapide des maladies épidémiologiques. C'est une initiative du ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire avec l'appui technique et financier de l'OMS. Je salue le leadership du ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire et la Direction régionale de la santé de Boké. À cet effet, nous suggérons aux experts préfectoraux régionaux de maintenir et renforcer cette collaboration multisectorielle dans une approche une seule santé, dans la même détermination et la même rigueur. À travers cette formation, les participants seront désormais capables de dépister toutes les maladies épidémiologiques dans la région administrative de Boké. Intéressons-nous à présent aux nouvelles technologies. Dans plusieurs milieux, Internet est assimilé aux réseaux sociaux dont Facebook. Pourtant, Internet, c'est bien au-delà et c'est surtout un point intarissable dans la quête du savoir. Les avantages de cet outil avec notre reporter Tcherno Ousmane Diallo. C'est un constat qui fait l'unanimité dans le monde des spécialistes des nouvelles technologies. Internet est utilisé au niveau des jeunes pour surtout accéder aux réseaux sociaux. Pourtant, un large éventail d'opportunités s'offre avec Internet dans l'éducation de la jeunesse pour rehausser le niveau de formation des apprenants et des utilisateurs en général. Le Lions Club Conakry Karo Karoundé s'associe aux acteurs de terrain dont le réseau des jeunes et adolescents en population et développement pour toucher la cible concernée, éveiller les consciences et conduire à un usage plus scientifique de l'outil Internet. Il ne s'agit pas d'avoir seulement l'ordinateur ou le téléphone pour regarder Facebook. Il faut savoir ce que tu manipules et comment tu manipules et pourquoi tu manipules. Un intellectuel ne doit pas rester comme ça sans pour autant renouveler à chaque fois ses capacités. Mais malheureusement, dans ce pays, nos jeunes ils passent plus de temps sur Facebook et sur les autres plateformes de réseaux sociaux que d'aller se former ou d'utiliser l'Internet pour se former davantage. Pas facile d'inverser la tendance et amener les jeunes à passer plus de temps sur les moteurs de recherche que sur les réseaux sociaux. Mais les initiateurs de cette campagne sont convaincus qu'avec la communication et l'information, il est possible de marquer les consciences et amener les populations à exploiter l'énorme avantage que présente Internet à travers les bibliothèques numériques et autres espaces pédagogiques virtuels.
Si c'est les réseaux sociaux, je maîtrise un peu. Donc avec cette formation, ça m'a permis de savoir que je peux par exemple accéder à beaucoup de plateformes que moi je ne connais pas jusqu'à aujourd'hui. Par exemple les plateformes de l'UNESCO, la plateforme de leadership de la Guinée, beaucoup de choses quand même. Ça permet d'avoir accès à beaucoup de choses. Et ça permet surtout en ce temps de Covid de savoir que bon, nos élèves qui n'ont pas pu terminer l'année scolaire, ils peuvent quand même recevoir les cours à la maison, ils peuvent suivre l'itinéraire académique et aller aussi en vacances tranquillement. Cette activité de sensibilisation à la Maison des Jeunes de Ratoman intervient à l'occasion de la Semaine de la Jeunesse. Elle relance le débat sur la place de la technologie dans l'éducation et l'emprise qu'exercent les réseaux sociaux sur les jeunes. Politique à présent dans ce journal, en route vers la présidentielle. Des mouvements de soutien au professeur Alpha Condé se mobilisent. Sur le terrain, le collectif pour une action solidaire et émergente et l'Union du Fouta pour Alpha Condé comptent œuvrer dans la sensibilisation sur les réalisations du chef de l'État et les perspectives pour le développement de la Guinée. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Du beau monde pour un idéal commun, celui de promouvoir les actions du président de la République. À la veille de la présidentielle du 18 octobre, le collectif pour l'action solidaire et émergente CASE lance ses activités. Une cérémonie qui a mobilisé des hauts cadres de l'administration, des militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel ainsi que des partis alliés. Tous sont unanimes que la Guinée est promise à un bel avenir sous la direction du professeur Alpha Condé. Nous voilà réunis aujourd'hui à la veille d'une échéance cruciale pour tracer rapidement ce que nous souhaitons être la position de la majorité des Guinéens appelés une fois encore à prendre leur destin en main. C'est pour nous un réel plaisir de vous accueillir à cette cérémonie de lancement officiel de notre mouvement, le collectif pour l'action solidaire et émergente en abrégé CASE. Ce mouvement accompagnera le candidat du RPG Arc-en-Ciel, le professeur Alpha Condé, à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Le CASE dit avoir les arguments nécessaires pour vendre la gouvernance Alpha Condé pendant ces 10 dernières années. Tous les secteurs ont tiré profit des réformes courageuses et aujourd'hui, les nombreux projets et programmes en cours dans le pays prouvent qu'il n'y a pas d'alternative crédible en dehors du président de la République, martèlent les organisateurs. Ne dit-on pas souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne? Pour notre part, on ne change pas un champion gagnant, car avec lui, nous sommes persuadés de réussir le coup KO bis. Pour y parvenir, le collectif pour l'action solidaire et émergente va sillonner tout le pays pour prêcher la bonne parole à l'intention de nos compatriotes qui seraient encore indécis. Nous sommes contents, nous vous remercions, le parti vous remercie. Ensemble, nous allons faire une campagne civilisée. Ensemble, nous allons faire le tour de la Guinée. Ensemble, nous allons convaincre ceux qui n'étaient pas convaincus. Donc, allez vers les gens. C'est vous qui avez la vérité. C'est vous qui vous souciez du développement de la Guinée. Allez vers les citoyens. Expliquez-leur ce que le président Alpha Condé a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il souhaiterait faire en 2021-2026. Dans le même cadre, l'Union pour le professeur Alpha Condé retrousse les manches. Elle réaffirme son soutien au chef de l'État et promet d'intensifier sa campagne d'information et de sensibilisation autour du programme de gouvernance du président Condé. L'Union de Fouta pour le professeur Alpha Condé a cru devoir organiser ce point de presse pour d'abord féliciter le RPG Arc-en-Ciel pour le choix responsable porté sur le champion, le professeur Alpha Condé,
président bâtisseur de la République de Guinée, et exprimer solennellement son soutien indéfectible au candidat Alpha Condé. Ces mouvements ont déjà déployé leurs soldats dans la bataille. Une remobilisation de la troupe qui intervient alors que le pays se dirige tout droit vers un scrutin présidentiel tant attendu. Dans les perspectives de cette présidentielle, plus de 250 partis politiques et mouvements de soutien s'engagent à soutenir la candidature du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Un pacte de candidature et de gouvernance vient d'être signé ce mercredi à Conakry, dont nous vous proposons un extrait lu par Aluseni Makanerakake, vice-coordinateur de la CODEC. Suivez. Le président de la République a prévenu que les travers qui minent la société et gangrènent l'administration ne seront plus tolérés. Dès lors, le népotisme, le communautarisme, le sectarisme, le clientélisme, le trafic d'influence et toutes les formes de discrimination seront sanctionnés de manière exemplaire. Oui, nous nous engageons en toute connaissance de cause avec le président Alpha Condé. Alors, oui, nous adhérons à toutes ces demandes très pertinentes pour accepter la candidature que nous lui proposons à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Convaincus que nous sommes qu'il n'y a pas d'autre alternative et qu'il est aussi le meilleur choix pour la Guinée et pour tout son peuple. Nous reviendrons en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Dans le secteur des transports, l'utilisation des taxis-motos et les cas d'accidents signalés deviennent une préoccupation. Les autorités de la ville de Zérékoré travaillent à la réglementation du secteur. Des partenaires techniques accompagnent le projet pour une meilleure pratique de l'activité dans la localité. Reportage Mohamed Salioupaï. Conjointement mené par le gouvernement guinéen, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et l'Organisation internationale pour les migrations OIM, ce projet a pour but de professionnaliser les jeunes conducteurs de taxi-moto. Pour ce faire, des focus groups sont organisés avec les acteurs impliqués, des enquêtes sont faites sur le terrain afin de diagnostiquer les problèmes liés à l'exercice de ce métier. Ce soir, qui a été la clôture de l'ensemble de ces activités, notamment le lancement du plaidoyer, a permis de présenter les problématiques soulevées lors des différentes concertations, mais aussi les propositions de solutions qui sont issues de ces concertations, afin que les autorités à tous les niveaux, que ce soit communal, préfectoral, régional et national, puissent prendre des dispositions en collaboration avec les partenaires techniques et financiers pour accompagner la mise en œuvre de ces différentes résolutions. Au cours de ces travaux, conducteurs de taxi-moto, usagers et agents de sécurité routière, chacun a évoqué les problèmes auxquels il est confronté. L'initiative est saluée par les bénéficiaires. Ces jeunes taxi-motards dont on parle aujourd'hui ont un besoin criard de formation. Un besoin criard de formation parce que c'est des jeunes qui sortent de partout, des villages, abandonnent l'école et qui apprennent à conduire une nuit la moto, le matin il est dans la chaussée. On a retrouvé une formation qui concerne la conduite, de bonne conduite de transport taxi-moto. On nous a aussi enseigné quelle est le nouveau réglementation que l'État a mis en place. On nous a formé aussi comment nous allons être dans les groupes associatifs, comment nous allons nous comporter par rapport aux usagers dans les circulations ou dans la ville ou dans nos familles différentes. Pendant 2 mois, des campagnes de sensibilisation seront menées sur le terrain par des ONG retenues à cet effet. Au terme de ces campagnes, l'État compte appliquer strictement les textes réglementaires de la circulation routière en Guinée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez à Siranka, dans Dupuru, comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la RTG.